beaucoup. Alors, je remercie infiniment Audrey Keschlewski et Pierre Savy d'avoir bien voulu nous consacrer du temps. Nous allons aujourd'hui parler de cet ouvrage-là, L'histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours, dont je ne peux que vous recommander l'excellente lecture. Je vais essayer de vous présenter tous les deux. Alors, honneur aux dames, on va commencer par Audrey. Audrey Keschlewski, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, membre junior de l'Institut universitaire de France. Vos travaux portent pour l'essentiel sur l'histoire des Juifs polonais, la mémoire de la Shoah, la justice dans la Pologne communiste. Et vous avez publié, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018, un ouvrage excellent qui s'appelle « Les survivants, les Juifs de Pologne depuis la Shoah », et coédité aussi le volume Les Polonais et la Shoah, une nouvelle école historique. Et vous êtes bien sûr aussi rédactrice d'un chapitre entier, je ne sais pas si on peut parler de chapitre, de cet ouvrage. Pierre Savy, vous êtes historien du Moyen-Âge. Depuis 2016, vous êtes le directeur des études pour le Moyen-Âge à l'École française de Rome. Et là, il me semble même, vous êtes en Italie, n'est-ce pas? D'accord. À Rome. Vous êtes à Rome, quelle chance. Ouais. Vos travaux portent surtout sur l'histoire italienne à la Renaissance et vous venez de publier, pardon pour mon italien, Non contrari ma diversi, avec Alessandro Ghetta sur les Juifs d'Italie au XIVe et XVIIe siècle. Et vous avez dirigé donc avec Audrey Keschlewski et Catel Berthelot l'histoire des Juifs, dont je vais vous montrer la couverture là, et dont la traduction italienne est en cours. Alors, l'ouvrage que vous avez publié est original en de nombreux points. Tout d'abord, vous avez voulu nous offrir un voyage chronologique dans l'histoire des Juifs en 80 dates et avec 70 contributeurs. Et je crois qu'une des premières originalités de votre ouvrage, c'est que merci beaucoup pour la chronologie. Cet ouvrage, en fait, on peut l'ouvrir dans tous les sens. On n'est pas du tout tenu par la lecture de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et je vous avoue que le mot de voyage que vous avez utilisé en sous-titre convient parfaitement parce qu'effectivement, on a beaucoup de plaisir à faire des allers-retours dans le temps grâce à cette chronologie que vous avez bien voulu établir. Des livres sur l'histoire des Juifs, il y en a eu déjà pas mal. Les Juifs dans l'histoire ou l'histoire des Juifs, ça peut fonctionner dans les deux sens, ça dépend un petit peu de l'approche. L'histoire des Juifs est éminemment mondiale, ça nous le savons. Et vous avez laissé dans votre ouvrage une large place à l'histoire culturelle et religieuse en utilisant la date comme une porte d'entrée. Donc on verra ensuite ensemble au cours de la conversation quelles sont les dates que vous avez retenues et quelles sont celles aussi qui n'y figurent pas. L'ouvrage est donc un collectif d'auteurs sous votre direction. Les articles sont courts, il n'y a pas de notes de bas de page, mais toujours des références bibliographiques à l'issue de chaque article, ce qui rend la lecture tout à fait aisée et très très plaisante. Et vous avez bien voulu augmenter vos travaux de recherche avec un portfolio qui figure à la moitié du livre. Donc, de très belles iconographies qui peuvent illustrer les articles que vous avez dirigés. Et donc, on n'est pas retombé ici dans un culte de la date, mais on croit quand même que la date présente au moins deux grandes vertus. La première, c'est qu'elle est une porte d'entrée, hein, vous l'avez dit, Stéphanie Dassa, commode. Hein, c'est un livre destiné au grand public, le plus grand possible, qui donc est constitué de textes autonomes. Donc chaque texte suffit à lui-même pour la compréhension, évidemment qu'on invite les lecteurs à se promener, mais enfin, il n'y a pas lieu de le lire de la première à la dernière page. Et donc, à ce titre, fonctionner par date avec des textes courts et qui soient facilement accrochés à l'histoire, ça nous paraissait, la première vertu, c'est celle-là, c'est une vertu didactique, disons, hein, de clarté, et puis d'agrément d'une lecture qui peut être un petit peu facile, un petit peu au gré de nos propres intérêts. Typiquement, les gens vont voir ce qu'ils connaissent le mieux et ce qu'ils connaissent le moins, ou ce qui les intrigue, parce que dans la tête des matières, il y a beaucoup d'aspects très différents de l'histoire des Juifs qui sont évoqués, enfin, on l'espère, y compris culturels et religieux, vous l'avez dit. Donc voilà, c'est une vertu
de pédagogie, d'ouverture, de mise à disposition du plus grand public possible, un savoir sur lequel, là par contre, on n'a pas transigé, on voulait être très exigeant. Donc la tension, toute la difficulté pour nous, je dis que c'est très réussi parce que c'est pas moi qui ai écrit le livre, hein, c'est 70 auteurs, donc je suis pas en train de me lancer une fleur à moi ou à Audrey, enfin Audrey si, mais moi non. Les auteurs ont vraiment joué le jeu et donc ils ont accepté de faire des textes de 3 pages qui en douce donnent quand même le savoir le plus pointu sur cette question. On peut plus faire la synthèse tout seul aujourd'hui. Et donc la deuxième vertu de la date, c'est ça, c'est ce côté collectif, c'est que chaque texte se suffit à lui-même. On n'a pas prétendu unifier les points de vue, les sensibilités, plus ou moins allez, on va dire religieuse, sioniste, diasporique. Évidemment que c'est un texte collectif avec des options de toutes sortes différentes, mais justement, le choix de la date, c'était pour rentrer dans l'histoire, retenir une diversité de points de vue. Certaines dates renvoient à des événements majeurs, d'autres sont un peu des prétextes, mais au fond, ça nous paraissait la meilleure façon de réunir cette diversité de points de vue sans prétendre l'unifier. Parce que si on avait réuni 70 collègues, et qu'on avait voulu faire une sorte de somme continue de moins 1200 à nos jours, ça aurait été sans doute en fait assez illusoire. Là, au moins, on cache pas la poussière sous le tapis. C'est un livre discontinu. C'est un jeu facile de montrer qu'il y a des dates qui manquent. On peut y jouer. Enfin, je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, mais c'est un jeu. On a vite fait de se dire tiens, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais au moins, on prétend pas comme certaines sommes couvrir tout. Vous voyez ce que je veux dire? La date, elle offre aussi cette. Oui, c'est pas forcément la première lecture qu'on fait en histoire des Juifs, mais ça peut être une première lecture, quitte à poursuivre ensuite avec des livres plus exhaustifs ou qui donnent l'illusion d'une continuité plus grande. Audrey, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Pierre là-dessus? Non, mais je pense que c'était assez clair et assez éclairant, effectivement, sur les vertus de cette date et aussi, effectivement, rester dans un format court qui était un vrai défi pour tous nos auteurs, d'être à la fois concis, synthétique et exhaustif, bien évidemment, c'est plus compliqué, mais en tout cas avec suffisamment de références aussi bibliographiques pour inviter à aller plus loin. Voilà. Et j'ajouterai enfin aussi un système de renvoi thématique qui permet vraiment pour celui ou celle qu'un sujet précis intéresse, une aire géographique ou une thématique plutôt politique ou culturelle, de lire non pas forcément de manière chronologique, mais en sautant comme ça à travers les siècles. Et ça aussi, c'est un système qui me semble assez pertinent et original. Alors, c'est vrai, vous avez raison, Pierre Savy. On pourrait se poser la question de tiens, pourquoi il n'y a pas cet événement-là dans ce livre? Néanmoins, je vous avoue que ce n'est pas du tout la question que je me suis posée moi. La question que je me suis posée en voyageant donc, dans votre ouvrage, c'est pourquoi ils ont choisi ça? Je vais vous donner deux exemples. Il y en a un, c'est facile, on comprend pourquoi. Par exemple, dans votre ouvrage, il y a un chapitre, c'est la mort de Jésus. Alors, la mort de Jésus, comme ça, froidement, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire des Juifs? Et pourtant, on sait que ça a à voir, parce que effectivement, de la mort de Jésus va s'en suivre une histoire assez compliquée, assez douloureuse dans les relations entre Juifs et chrétiens. Et il y a quelque chose qui m'a fait vraiment sourire, et j'avoue que je n'ai pas compris ce choix et que je meurs d'envie que vous me l'expliquiez. C'est un autre exemple. C'est le complexe de Portnoy, 1969, l'ouvrage de Philippe Ross. Pourquoi avez-vous choisi? C'est très agréable à lire au demeurant, hein, le chapitre sur cet ouvrage, mais j'aimerais savoir, voilà, pourquoi le complexe de Portnoy va rentrer dans l'histoire des Juifs? Alors en fait, je suis obligé de vous dire un tout petit peu la cuisine, quoi. Hein. Quand on fait un livre comme ça, on s'entoure des collègues qu'on trouve bons et puis qu'on aime bien, avec qui on a envie de travailler, avec qui on s'entend, qui de préférence sont francophones, même s'il y a aussi des collègues qu'on a traduits de l'anglais ou de l'italien. Et puis on leur dit, toi tu vas me faire ça, mais parfois on leur dit, il faut quand même rendre compte du fait que cette petite divergence-là, autour d'un certain Jésus, dans le début du 1er siècle de l'ère commune, qui allait devenir l'ère chrétienne, eh bien, elle avait une importance parce que ça vient de l'histoire des Juifs. Et puis, c'est deuxièmement, et c'est quand même ça la vraie explication, et vous l'avez esquissé, hein, Stéphanie, l'idée que, sans que ce soit du tout un livre, comment dirais-je, c'est pas un livre à thèse, il ne s'agit pas d'accabler une religion ou d'insister sur les larmes qui quand même scandent notre histoire, mais il n'y a pas que ça dans l'histoire des Juifs.
mais il s'agissait donc de mettre en avant le côté un peu originel de ce procès, de cette mise à mort, jugée par le Sanhédrin, mise en acte par les Romains, et dont jusqu'à il y a environ, je regarde non pas l'heure mais la date, donc on est en 2021, donc jusqu'à il y a 60 ans, c'était à peu près la doxa chrétienne, que les Juifs étaient déicides. Il y avait cet enseignement du mépris, dont la Shoah et le travail sur elle-même de l'Église a libéré le christianisme, enfin le catholicisme. Le copain est très prospère. Mais c'était pas non plus, à l'inverse, je voulais pas non plus présenter ce que souvent les gens considéraient comme propre au Moyen-Âge, c'est-à-dire une litanie de massacres, de pogroms avant l'heure, de persécutions. Donc, d'offrir un tableau... Comment, pardon? D'autodafé parfois, de Talmud brûlé, des choses comme ça. Oui, alors, et en plus... imaginaire, hein. Ouais, et la plus grande période où on se livre à des pratiques d'autodafé, c'est en fait l'époque moderne. Hein. C'est vrai qu'il y a des brûlements de Talmud au XIIIe siècle à Paris, mais les plus grands brûlements de Talmud, ils ont lieu au Campo dei Fiori, à 200 mètres d'ici, en 1555, et les autodafés, ils ont lieu dans l'Espagne de l'époque moderne, donc des 16e, 17e siècle. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance à projeter sur le Moyen-Âge des pratiques et une violence qui ne sont pas médiévales. L'expulsion apparaît à la fin du Moyen-Âge. Et bon, c'est douloureux de le rappeler, mais je crois que la commission du souvenir n'a pas besoin de moi pour que je le lui dise. L'extermination, ce n'est pas un projet qui est pensé ni au Moyen-Âge, ni à l'époque moderne. Je ne dis pas qu'il est pensé pour la première fois dans la Shoah, enfin, c'est un autre débat dont Audrey est beaucoup plus experte que moi, mais en tout cas, il n'y a pas de projet. Il y a des projets d'expulsion, de conversion, il y a des conversions forcées. Donc voilà, mon objectif, c'était de présenter ça de façon assez équilibrée, en insistant sur la diversité des positions, en insistant sur les changements, parce qu'en 1300 ans, il se passe beaucoup de choses, et en insistant enfin sur, déjà au Moyen-Âge, le caractère mondial de ce peuple. Alors, on n'a pas de Juifs en Amérique avant la découverte, entre guillemets, on dit plus découverte évidemment, mais l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde. Mais enfin, dès le XVIe siècle, il y en a. Et avant même le XVIe siècle, les Juifs sont dispersés en terre d'islam, en Occident, et progressivement de plus en plus loin dans le monde oriental. Donc, insister sur ce caractère mondial et sur tous les aspects de l'histoire juive, c'était déjà un challenge en quelques dizaines de dates qui m'a retenu. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas masquer, pour vous résumer un petit peu cette période, ce qui se passe en Occident, c'est quand même une dégradation. On a l'impression que jusqu'au XIe siècle, il y a des phénomènes très ponctuels de violence contre les Juifs, mais les Juifs, on les voit assez peu. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de documentation en général. Il y a les croisades. Au XIIIe siècle, il y a une dégradation très nette, brûlement de Talmud dont on parlait tout à l'heure, imposition d'un signe distinctif qu'il faut porter sur la poitrine, un petit rond de tissu de couleur jaune ou rouge, bien souvent, à partir de 1215. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, des expulsions. Donc, là encore, est-ce qu'on est dans une approche lacrymale ou pas lacrymale, pour prendre le mot en usage chez les historiens? C'est-à-dire, est-ce qu'on insiste sur ça, ou est-ce qu'au contraire, on veut s'opposer à la conception lacrymale de l'histoire des Juifs? En fait, chaque lecteur a sa lecture de notre livre. Il y en a qui trouvent qu'il est lacrymal, d'autres qui trouvent que pas du tout. Mais c'est vrai que dans le livre, j'ai voulu ne pas parler que de ça. Mais quand on regarde strictement l'histoire de l'Occident au XIVe, XVe siècle, on est quand même accablé par la dégradation rapide de la position des Juifs. Et puis à la fin de la période, il y a quand même, c'est vrai qu'à Audrey, à qui je donne la parole tout de suite, est échue la période la plus sombre, mais aussi elle s'appelle Émancipation et désastre, la troisième partie. C'est vrai qu'à la fin de la période, les choses s'améliorent plutôt. Hein. C'est vrai qu'avec les Lumières, avec les 17e, 18e siècles, les communications entre cultures juives et non juives sont plus riches en Occident, y compris hors des murs du ghetto en Italie, et on voit des phénomènes tout à fait étonnants de pensée préalable à l'émancipation. Effectivement, vous avez souligné qu'on pourrait considérer cette période contemporaine comme étant la plus sombre. C'est évidemment avec l'ombre portée de la Shoah qu'on peut comprendre les choses ainsi. Par ailleurs, voilà, vous avez souligné en me présentant que c'était un peu mon domaine de prédilection, de spécialité. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que je co-dirige depuis 1 an avec Jean-Marc l'histoire de la Shoah. Et alors peut-être un peu paradoxalement, et aussi pour répondre au cahier des charges de cette histoire des Juifs dont on ne voulait pas dont elle n'avait pas à être une histoire téléologique dont le point ultime serait la destruction des Juifs d'Europe durant la Shoah. Nous avons tenu à insister dans cette partie contemporaine qui porte vraiment bien son titre, hein,
émancipation et désastre. Donc oui, désastre, pour toutes les raisons évidentes, mais les émancipations et la partie s'ouvre du reste avec ce moment fondateur qui est l'entrée dans la cité, l'entrée dans la citoyenneté des Juifs de France au moment de la Révolution française, un moment fondateur puisque cette émancipation va servir de modèle dans le reste de l'Europe progressivement en allant toujours plus à l'est tout au long du 19e siècle. Et du coup, voilà, c'est aussi cette symbiose, cette intégration des Juifs en Europe et au-delà, dans cette partie évidemment aussi. On a tenu à souligner vraiment, c'est là que cette histoire mondiale est vraiment mondiale au sens plein du terme, puisqu'on va retrouver effectivement des Juifs dans les Amériques en nombre grandissant, en Asie. J'ai pas de notice sur l'Australie ou l'Afrique du Sud, mais on aurait pu également souligner cette présence sur tous les continents. Et c'est là qu'il y a la plus grande diversité de manifestations culturelles, identitaires, politiques d'un judaïsme qui a vraiment multifacette et qui embrasse pleinement son siècle. C'est-à-dire il embrasse le siècle des nationalités avec des identités nationales, qu'elles soient. Ça a été évidemment très très compliqué pour moi de choisir ces dates pour les années 30 et 40 parce que évidemment pour moi chaque année, chaque mois est important dans cette période. Mais voilà, l'idée était s'il fallait vraiment réduire au moment essentiel, certes de présenter avec 1942 la conférence de Wannsee et le moment de décision, de bascule où la décision est prise et plutôt mise en œuvre vraiment pragmatiquement de ce passage à l'extermination systématique du peuple juif de la surface de la terre, mais aussitôt après, de souligner avec l'année 1943 l'insurrection du ghetto de Varsovie, de montrer symboliquement à travers cet événement-là comment les Juifs ont réagi, ont vécu dans ces années. Évidemment, il n'y a pas que cette question de résistance, mais voilà, et surtout montrer aussi à quel point cette insurrection a eu des échos dans la mémoire jusqu'à aujourd'hui.